juste un petit mot comme ça pour faire démarrer les choses. En fait, ce colloque, ce sujet-là, cette problématique se situe dans l'intersection entre plusieurs disciplines. Elle se situe aussi dans le monde des signes dans lequel nous vivons. Et justement, depuis Saussure et Benveniste, nous savons que les signes ne sont pas seulement les signes linguistiques. Déjà, Jacobson nous a parlé de transmutation entre codes, de transmutation de la littérature vers d'autres codes, que ce soit le cinéma, la peinture, le théâtre. Et cette transmutation suppose, comme le terme le dit, la mutation, c'est-à-dire une autre vie autre part avec un développement et l'évolution. Alors, donc ce colloque s'annonce très intéressant dans ce contexte-là d'intermédiarité, d'interdisciplinarité et d'intersémioticité. Nous commençons notre séance d'aujourd'hui qui a un titre, l'adaptation comme transfert culturel. Donc adaptation, passage et transmutation avec le rôle des systèmes. Nous allons commencer avec la communication du professeur Randa Sabri qui a pour titre Symbolisation et oblicité politique dans deux adaptations égyptiennes du conte de Monte Cristo. Alors, docteur Randa Sabri. Docteur Randa Sabri est une collègue, une amie, grande amie du département. Nous appartenons à la même génération, mais dans des parcours différents. Elle est professeure de critique littéraire au département de langue et littérature française. Ses travaux sont d'abord axés sur la théorie littéraire et elle est orientée depuis une vingtaine d'années vers la redécouverte et la valorisation des récits de voyage de plusieurs intellectuels égyptiens, partout en Europe, au temps de la Maghreb. Et elle étudie ça à travers des articles, des ouvrages collectifs, des traductions majeures. Ces textes seront voyagés d'Égypte vers l'Europe et inversement, parcours croisé chez Garnier, ou les traductions comme Trois Égyptiens à Paris de Mouelki et encore l'univers à Paris d'Armazek. Donc je laisse la parole au professeur Randa Sabri. Merci beaucoup. Je voudrais remercier l'équipe tout d'abord organisatrice de ce colloque, avec à sa tête Salma Moubarak et Walid El-Rachel, pour leurs efforts et leur invitation à y participer, même si je ne suis pas une spécialiste du cinéma. Alors, tout comme je remercie Dalia Segui qui m'a aidé à réaliser le PowerPoint. Alors, dans cet exposé, je me placerai d'emblée dans la perspective qui prévaut depuis quelques années, à savoir qu'une adaptation n'a pas un statut subalterne, mais qu'elle gagne à être considérée comme une œuvre à part entière, une œuvre qui, bien qu'elle emprunte en partie son schéma événementiel à un texte littéraire, construit sa propre cohérence à l'aide d'autres techniques, à partir de modifications de l'intrigue, de greffes secondaires, etc., etc. De tout cela résultent des effets de signification différents de ceux de l'original et exploités à d'autres fins, de façon légitime, enfin comme dirait M. Jean Kléber, sous le masque commode d'une transposition. Alors je m'appuierai dans ma démonstration sur deux adaptations célèbres du conte de Monte Cristo dans le cinéma égyptien, Amir el-Intiqam, soit le prince de la vengeance, 1950, et Amir el-Dahan, qui date, lui, de 1964, le titre voulant dire Le Prince de la Ruse. Deux films dus au même cinéaste, Henri Barakat, et bâtis à quelques variantes près, sur le même scénario et le même système de personnages. Alors, pour plus de précision et de détails, je vous renvoie aux notices de l'exemplaire. Il forme donc un étrange doublet qui continue à intriguer les critiques, lesquels l'expliquent par une question de rivalité entre acteurs. Enfin, moi, je vais délaisser ce versant anecdotique pour procéder en deux étapes. Rappelez d'abord
dans un premier temps, ce qui nous amène à reconnaître dans ces deux films, à divers niveaux, des adaptations d'une œuvre source, d'ailleurs désignée d'emblée. Ensuite, mettre en lumière deux paramètres, jusque-là négligés. D'une part, le transfert éthico-culturel que subit le cadre spatio-temporel, d'autre part, les transformations apportées au système des personnages avec les implications que cela entraîne, entre autres, nous semble-t-il, la création d'une dimension politique réaménagée pour faire sens dans l'Égypte des années 50-60. Au-delà de cette analyse, j'aimerais bousculer deux idées qui font autorité dans certains ouvrages de référence. L'une serait que le public égyptien, à l'époque, ne connaissait pas plus le théâtre occidental que la littérature occidentale, raison pour laquelle les cinéastes auraient été obligés de soumettre les œuvres étrangères à une acclimatation culturelle. L'autre idée, qui semble aussi erronée, affirmant que les cinéastes égyptiens massivement travaillaient non à partir du texte d'une œuvre littéraire, mais se basaient, par facilité au fond, sur une adaptation déjà traduite par le cinéma occidental. Alors affirmer cela, c'est ne tenir aucun compte de plusieurs intermédiaires extrêmement dynamiques qui ont familiarisé le public égyptien et au-delà le public arabe au cours de 8 décennies, entre 1870, la première traduction du conte de Monte Cristo date de 1866, elle est due à un Libanais, et ensuite il y aura plusieurs autres adaptations, donc entre 1870 environ et 1950, donc familiarisé avec la littérature occidentale. Vous avez toutes sortes de détails dans le numéro 3 de l'exemplier, à savoir un nombre impressionnant de traductions de romans, de pièces étrangères paraissant régulièrement dans la presse, dans les revues littéraires, dans les collections éditoriales spécialisées dans le domaine de la traduction, de romans étrangers, français, anglais surtout, mais aussi russes, etc., et de pièces de théâtre, à quoi il faut ajouter les pièces de théâtre traduites représentées par des troupes professionnelles ou d'amateurs, parmi les professionnels bien entendu le théâtre de Mounir Al-Mahdeya, Georges Rabiat, etc. Et pas seulement pour les mythes, n'est-ce pas, puisqu'il y avait ce qu'on appelle les places du terceau, Poulailler et autres, enfin à des prix modiques. Et sans compter plus tard les feuilletons diffusés, traduits, enfin venus de romans traduits, là aussi diffusés à la radio. Alors je passe maintenant aux éléments reconnaissables repris en quelque sorte par les deux princes au comte de Monte Cristo. Les deux princes donc, de Barakat se désignent d'emblée par un pacte paratextuel comme inspiré de l'œuvre d'Alexandre Dumas, mais prennent aussitôt quelques libertés. Ainsi, le générique de Amir el-Interqa, mais je me baserai surtout sur ce film par manque de temps, s'ouvre sur un livre dont la première page indique l'hôtesse film présente en toute fierté l'histoire immortelle, hein, c'est bien, c'est disons un mot qui montre bien qu'elle était connue, cette histoire, l'histoire immortelle d'Alexandre Dumas, Amir, le roman immortel d'Alexandre Dumas, Amir el-Interqa, le comte de Monte Cristo. Mais la liste des personnages qui vient ensuite, et celle des acteurs, oriente immédiatement le spectateur arabe vers le décryptage d'un système de noms, professions, où les noms et les noms des personnages et leurs professions sont choisis pour faire sens dans le contexte égyptien. Ainsi, à l'instar de Dantès, Hassan el-Hilali, le héros, reçoit un deuxième nom, le prince Aez-Eddin. Aez renvoie bien entendu à la prospérité et à la richesse. Kadrou, simple tailleur chez Dumas, se métamorphose en Métoili, l'usurier. Le procureur du roi Villefort devient le redoutable Bodron. Il y a une terribilia sur son visage, hein, le chef de la police. Raïs Shorta, pas comme œuvre de Godin, tandis que l'armateur Morel reçoit un nom marqué au sceau de la vertu, le Sheikh Fadel, puisque Fadil veut dire la vertu. Alors le premier plan du film est calqué sur l'incipit du roman, puisqu'on y voit un voilier qui approche, ou
milieu d'une mer calme, mais aussitôt se surimprime sur cette vue un avertissement au spectateur, vous en avez la traduction dans l'exemplier, ceci est une histoire d'injustice, même littéralement, voici l'histoire de l'injustice, comme si c'était l'archétype même de ces histoires. Les histoires d'injustice, lit-on, débutent la plupart du temps de façon similaire et diffèrent dans la conclusion, afin de respecter l'idée de l'auteur. Nous avons placé les événements de cette histoire au cours de l'une des périodes mamelouques. Alors vous voyez un peu l'argument sophistique. Le choix de l'époque mamelouk tend à démontrer que l'intrigue vaut pour d'autres époques, sous-entendu pour les happy few, pour le présent, mais par prudence, bien entendu, mieux vaut travestir le tout en une fantaisie mamelouk pour se développer à l'ascension. En plus de ce pacte explicite, on repère dans le film de Barakat 3 niveaux de reprise des éléments présents chez Dumas. D'une part, le même schéma logico-chronologique articulé en 3 étapes. Vous pouvez en trouver une sorte de résumé dans l'exemplier. 3 étapes majeures, n'est-ce pas, qui se résumeraient en un cas d'injustice extrême au début, suivi 15 ans plus tard d'une quadruple vengeance. La force de ce schéma tient à l'inversion radicale des rôles au niveau de la structure profonde et rivalise pour la simplicité avec la devise des 3 mousquetaires. On n'a plus un pour tous, tous pour un, mais l'exact opposé, tous contre un contre tous. Avec cette précision que l'un contre tous se décline selon une succession impitoyable et d'un et de deux. Avec dans l'entre-deux, et c'est ça qui est très important, la rencontre symbolique avec le double, ce double vieux prisonnier qui transmet son savoir et son héritage au héros, vieux prisonnier qui meurt pour que son fils spirituel puisse renaître à une autre identité, à une autre vie. Au deuxième niveau, nous avons une grande similitude dans l'enchaînement des épisodes, au moins dans les 2 premières étapes. La 3e étape, elle, se présentant chez Dumas comme un véritable imbroglio avec toutes sortes de rebondissements multiples, alors qu'elle tend dans les 2 adaptations à une sorte d'épure. Je vous renvoie aussi aux détails de la succession des scènes dans l'exemple. Alors, il y a aussi très important l'appropriation de citations presque littérales qui suffirait à prouver que le scénariste égyptien se réfère directement au texte de Dumas, ou du moins à une de ses traductions allégées, et non à un quelconque film d'avant 1950. Alors ces citations sont souvent des formules bien frappées, qui sonnent bien en arabe. J'en ai relevé quelques-unes du texte de Dumas, qui sont donc reprises presque littéralement. Je passe maintenant à l'acclimatation spatio-temporelle, qui me prend beaucoup de liberté. Alors, si les adaptations européennes et plus encore américaines tendent à expliciter avec pédagogie les retombées du retour des Bourbons afin de souligner à quel point est compromettante la lettre qui fait basculer le destin de Dantès, si toute la 3e partie dans ces adaptations situent l'action dans le Paris de la monarchie de Juillet avec toutes sortes d'intrigues diverses, les 2 adaptations égyptiennes, elles, placent l'intrigue, comme nous l'avons vu, dans une époque mamelouk des plus floues, dépourvue de tout repère, et se donnant ainsi la liberté de procéder à une acclimatation égyptianisante étonnamment composite, qui englobe proverbes, sentences locales, chansons, équivalents plus ou moins habiles. Ainsi, l'île de Monte Cristo devient une forteresse en ruine dans le désert de Suez. Il y a aussi des élisions, des ajouts opérés pour cadrer avec les normes éthico-sociales en cours dans la société égyptienne. Je me limiterai à 2 exemples significatifs qui manifestent à quel point l'effet d'égyptianité s'enrichit d'emprunts relevant du champ de l'intermédialité et dénotant une culture tournée vers la modernité, entre autres modernité cinématographique. À la limite, on pourrait y voir des adaptations secondaires greffées sur l'adaptation principale. Ainsi, lors des retrouvailles du héros et de sa fiancée Yasmina, Mercedes chez Dumas, le cinéaste opère un télescopage entre orientalité, elle se tient voilée derrière d'abord, dans des
derrière les moucharabillés. Et la modernité cinématographique, nous avons vraiment l'exemple, enfin, il va l'embrasser, hein, on attend ça, voilà, elle est déballée, mais on n'a pas pu prendre le baiser exactement. Alors, je suppose qu'on se l'embrassait aussi à l'époque Mablouk, mais enfin là, on a quand même une scène tout à fait dans le modèle, enfin, de ce qu'on attend d'un film d'amour. Alors, ou d'une histoire d'amour. Vous voyez qu'il y a aussi là le souvenir combiné de deux scènes de balcon extrêmement célèbres, Roméo et Juliette, Cyrano de Bergerac. Pourquoi Cyrano? Parce que le héros, qui a alors l'acteur, 46 ans, ayant escaladé l'arbre, on ne le voit pas monter, mais enfin on le voit à la fin, pour compter fleurette à sa bien-aimée, se met à définir, un peu comme Cyrano, hein, ce que signifie le mot baiser. Alors, plus révélatrice encore de ce métissage entre patrimoine revu, disons, et emprunt, la scène où Hassan el-Helali invite chez lui trois de ses anciens ennemis et leur offre comme divertissement une chanson exécutée sur une robot et tirée de la célèbre Sira, épopée populaire de Abou Zayd el-Hilali, justement, enfin, qui est son presque homonyme. Certes, la chanson est interprétée selon les règles du folklore, n'est-ce pas, par un ensemble d'instrumentistes et un chanteur, mais cet épisode, accompagné d'une pantomime, ce qui est extrêmement rare, n'est-ce pas, voilà, ce qui est extrêmement rare en pays d'Orient, est tout entier construit le souvenir de la fameuse scène en abîme au cœur de Hamlet. Et ce qui retient l'attention ici, c'est les paroles de la chanson, qui est un pastiche composé par Bayram el-Tonsi. Vous avez la traduction de cette chanson dans l'exemplier, vers la fin. Cette chanson est mise dans la bouche d'Abou Zayd el-Hilali, qui se plaint d'avoir été jeté en prison par trois salauds, Ned, le mot Ned est utilisé, alors ça résume quoi au fond? Scélérat. Non, mais enfin, un salaud me semble plus la chanson populaire. Bon, donc, résume quoi? Eh bien, l'histoire de Hassan el-Hilali. Et cela à destination, alors vous voyez la figure de ceux qui regardent ici le spectacle, de ceux qui l'ont trahi précisément en leur faisant entrevoir leur fin proche, c'est-à-dire les têtes vont voler. Bon, donc il y a ici donc cette espèce de métissage. Ce passage montre comment le cinéma de 1950 parvient à exploiter, en les tressant ensemble, des éléments inspirés du folklore local le plus traditionnel, et une technique, à savoir l'insertion en miroir d'une œuvre dans l'œuvre, et que les traductions et représentations théâtrales de Hamlet avaient rendu familière, puisque Mounir al-Mahdi avait joué elle-même le rôle de Juliette, par exemple. Alors, maintenant, je passe au remodelage du système des personnages et à ses implications politiques. Alors, si les deux adaptations égyptiennes comportent une certaine légèreté, disons, à l'égard des références historiques et de la vraisemblance, elles prennent en revanche à cœur une thématique d'un indéniable sérieux, à savoir la police comme institution pouvant facilement glisser vers l'exercice le plus abusif du pouvoir et devenir l'emblème même de l'injustice. Dans leur scénario, on découvre en effet en marge de l'histoire de Hassan el-Hilali celle d'un curieux personnage totalement absent du roman d'origine et pour ainsi dire greffé sur le schéma que nous avions délimité plus haut, à savoir un autre prisonnier du nom de Abd el-Ghilil, mis au secret pour raisons politiques. Et donc il y a comme une chaîne comme ça qui relie les trois prisonniers, le héros, le chef Galel qu'il rencontre en prison, et puis ce prisonnier politique, n'est-ce pas? Alors là, il est emprisonné en tant que chef des rebelles ou des patriotes. On emploie le mot wataniyin, qui évidemment est tout à fait anachronique par rapport à l'époque mamelouk. Révolté contre les exactions sans nombre de Badran et qui cherche à le renverser.
Alors pour mieux l'intégrer à la diésgèse, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que le scénariste n'en fait pas seulement un double du héros principal, pourrissant comme lui dans un cachot, mais très audacieusement, il en fait dans la première adaptation, Amir al-Intiqam, le frère de Badran. Et vous avez ici le face-à-face des deux frères ennemis. Et dans Amir al-Daher, il devient le demi-frère du Mamelouk Shahin. L'un est d'une mère turque, Shahin, et l'autre d'une mère égyptienne qui lui a appris donc à aimer le peuple égyptien, etc. Alors à chaque fois, nous avons une histoire de frères ennemis greffée sur l'histoire principale. Alors ces choix dans des films qui datent l'un de la fin de la monarchie en Égypte et l'autre de la période autocratique du régime nassérien ne sont pas innocents. Sous couvert d'une histoire immortelle venue de Dumas, et visiblement mélodramatique dans ses ressorts, se dessine en filigrane un propos à dimension politique non dénué d'audace si l'on songe qu'il s'appuie sur la construction d'un triangle symbolique dominé en son sommet par le cruel Badran, chef de la police, donc le chef tout-puissant de la police, lequel tient sous sa coupe à la fois le Wali, vous le voyez ici, enfin tout à fait à droite, un gouvernant effacé, presque ratatiné d'un point de vue physique, inoffensif, purement décoratif, je dirais. L'acteur d'ailleurs n'est pas du tout connu, et le patriote épris de justice, à savoir Abdel. Alors, en suivant les scènes liées à ce triangle ou à cette histoire d'injustice greffée sur la première, on ne peut manquer d'être frappé par l'écho moderne que renvoient les formules employées. Par exemple, dans Amir al-Daher, le prince Azédide demande à un de ses subalternes des nouvelles des patriotes libres. Et il utilise el-Wataniyin el-Ahrar, vocable bien entendu qui rappelle les Zoubat el-Ahrar, à savoir Nasr et ses compagnes. Alors, il lui est répondu qu'ils sont désorganisés, on chatatine, et il leur manque un zaïm. Alors, il répond bien qu'ils commencent à se réorganiser et qu'ils se tiennent prêts à tout moment. L'injustice peut durer, mais elle n'est pas éternelle. Alors, le prince ne se contente donc pas de se venger, mais remplit une sorte de mission supérieure, sauver l'État des griffes du cruel Badran, et faire triompher donc il prend la place de Abdelghilil il y a bien cette relation de double dans sa cellule, fait échapper Abdelghilil, et donc il fait triompher le front des patriotes au dénouement grâce à l'intervention providentielle de Hassan el-Helel. Et encore une fois, l'ancien régime de terreur prend fin. Plusieurs images montraient dans Amir al-Daher, par exemple, des corps marqués au fer rouge, des corps torturés, mais Abdelghilil remplace Badran. Ici, on le voit dans cette scène presque finale. Un nouvel ordre va s'instaurer avec l'idée qu'avoir souffert de la prison, avoir souffert de la prison et de l'injustice vous rend plus humain et plus capable de rendre la justice. Alors, ma conclusion, ce serait que Dumas, comme on sait, place son héros au confluent de trois figures. La figure christique, déjà suggérée par le nom de Christo, le fait aussi que Dantès sort de prison, on le passe pour mort, à 33 ans, qui est exactement l'âge du Christ lorsqu'il est crucifié et ressuscité. Monte Cristo donc est le dieu justicier qui fait triompher les bons et châtie les pervers. Il est aussi le surhomme moderne à la volonté, au savoir, au pouvoir illimité. Et puis il est aussi Sindbad le marin, puisque c'est l'un de ses pseudonymes. Chez Henri Barakat, les deux adaptations égyptiennes remodèlent au cœur de cette histoire d'injustice archétypale un nouvel avatar du conte vengeur. Je pense que c'est dans le but un peu de promouvoir une sorte de message en filigrane de justice politique et sociale. Le prince Azzedine est, d'après les mots du scénario, une figure des mille et une nuits, c'est aussi, auréolé de mystère, un homme saint, mais c'est aussi un homme providentiel, issu du peuple, représentant le peuple, prenant sa défense en punissant le tyran et en permettant l'accession au pouvoir des justes. C'est pourquoi, malgré son aspect mélodramatique, l'intrigue nous y semble porteuse d'un message à résonance politique, suggéré plus ou moins.
Merci Randa pour son exposé très intéressant, son analyse très fine et très intéressante. Et comme nous le voyons alors dans ce geste de transmutation du littéraire au cinématographique, beaucoup de choses sont tenues en compte. Enfin, d'abord, garantir un public, choisir une œuvre qui a un grand public pour garantir un peu la réceptivité, la réception, et aussi de la transmutation vers des schémas actentiels propres à la littérature, vers des schémas actentiels propres au cinéma, vers des conditions culturelles et historiques adaptables à chaque code, à chaque système de code, bien sûr. C'est très intéressant. Nous remercions Randa et nous passons à l'article, enfin, au texte suivant de M. Walid El-Facher. Juste un petit déplacement pour une raison technique. Bon, alors, Walid El-Facher va nous présenter le texte Importé de l'industrie de l'identité, cinéma, littérature et arabité. Alors, Walid est un collègue à distance. Alors, c'est un collègue de l'Université du Caire, mais actuellement expatrié. Alors, il a enseigné le cinéma aux universités de Montréal et d'Ottawa. Il est actuellement professeur et coordinateur des études arabes à l'Université York, Toronto. Après avoir soutenu un PhD intitulé Le mélodrame en Égypte, déterritorialisation, il a fait une thèse pour le plus long mot du français, intermédialité. Walid El-Facher a concentré ses recherches sur le sacré au cinéma et sur les cinémas du Moyen-Orient. Il a publié une cinquantaine de chapitres et d'articles académiques sur le cinéma et la culture populaire à Durham, New York, Montréal, Le Caire, Paris, Istanbul. Ces articles sont parus dans Cinémaction, Société Représentation, Cinémas et Intermédialité, entre autres. Par ailleurs, il est co-directeur du groupe de recherche à Caen en études arabes canadiennes à l'Université d'Ottawa. Je passe la parole à vous. Merci beaucoup, Eva. Je voudrais saluer le hasard qui a fait que Randa Sabri a fait sa présentation juste avant la mienne, puisque c'est grâce à Randa que Selma et moi avons appris à travailler ensemble, puisque nous avons travaillé à distance, à rédiger ensemble un article sur la représentation de Suez au cinéma, et c'était sous la direction de Randa Sabri. Il nous fait plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Je remercie également mon université, l'université York, qui finance mon séjour au Caire entièrement. Le titre de cette communication, أنا طلبت من الزملاء إنه يوزعوا ملخص باللغة العربية. للأسف مفيش وقت إن نقول كلمتين باللغة العربية، بس يعني تحت عندكم لو تحبوا ندردش كده بعدين. Le titre de la communication est Importer l'industrie de l'identité, cinéma, littérature et arabité. La dimension arabité est simplement associée au fait qu'il s'agit d'un transfert de la modernité en arabe. Il y avait une section sur la figure du bédouin que je coupe, mais qui aurait montré plus clairement que fait l'arabité ici. L'histoire de l'agencement du cinéma, de l'industrie, et donc de la machine et de l'usine avec la modernité arabe, est sans doute bien illustrée dans l'anecdote, par l'anecdote suivante.
Les habitants de la province égyptienne de Tafrecher connaissant cette usine de Fès, Tabrouche, située à Foua. Elle fut construite en 1824 sur ordre de Mohamed Ali Pacha pour fournir des couvre-chefs des soldats et officiers de la nouvelle armée égyptienne moderne. Il y aurait un long commentaire à faire sur cette procédure de l'invention de la tradition dans le cadre d'un processus de modernisation, puisque on crée une usine moderne, mais on essaye de s'inventer une tradition à l'ottomane en créant ce couvre-chef pour l'armée égyptienne. Moi, je parlerai plutôt de ce hasard intéressant où, au fil des décennies, cette usine a cessé de produire les Fès, puisque plus personne ne les portait. Elle fut réaffectée comme salle de cinéma. Ce que je voudrais souligner ici, c'est cette coïncidence qui fait de l'espace de l'usine un terreau pour une future salle de cinéma. Dans les deux cas, il s'agit d'espaces de la modernité animés par des machines, au service d'institutions modernes importées, l'armée, la mode officielle et le divertissement. Le cinéma en tant qu'ensemble de machines et qu'agencement d'appareils et institutions a été à l'origine un générateur d'anxiété sociale parce que jeunes gens et jeunes filles pouvaient s'y rencontrer dans le noir. La fameuse chanson dont il essayait de citer quelques lignes, c'est une chanson du grand classique, du grand compositeur, un classique, Saïd Darwish, et dont les paroles les plus connues dans notre culture populaire, c'est Harrag alayya baba ma rohshi cinéma. Il s'agit en fait d'un couple qui allait au cinéma en cachette. La voix de la femme ici se lamente parce que son père a fini par lui interdire d'aller au cinéma. Alors, pour revenir à ce que l'ambassade avait mentionné, la modernisation, ça passe aussi par une certaine liberté au niveau des relations interpersonnelles, disons-le comme ça, et cette transgression des valeurs traditionnelles causait une certaine anxiété dans les sociétés arabes. Mais par la suite, je parlerai du cinéma, non pas du cinéma dans l'usine, comme on voit sur l'image, mais plutôt l'usine dans le cinéma. Et j'évoquerai un tout autre type d'angoisse face à l'entrée des machines dans le paysage traditionnel arabe. Bien des films arabes, notamment au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, vont produire une image de l'ouvrier et de son espace, l'atelier et l'usine, à commencer par El Warsha, l'atelier ou le garage 1940, et on n'en finit pas, mais je m'arrêterai à l'Osta Hassan, un contre-maître Hassan 1952. Cet intérêt pour la classe ouvrière, il serait plus juste de dire cette angoisse face à l'émergence d'une classe prolétarienne, est due à la constitution de la base industrielle moderne, notamment dans le textile, après la création des sociétés de la banque nazie. Soudain, l'espace urbain est envahi par les pauvres venus des marges de la ville, et surtout des campagnes, qui deviennent l'essence, le fioul de l'industrialisation. Ils sont des partenaires de la génération de nouvelles richesses, mais aussi de potentiels politiques qui risquent d'agrandir les rangs de cette gauche subversive et révolutionnaire, les communistes. Dans les années 30 en Égypte, la montée en flèche du communisme dans le monde, le succès de la révolution bolchevique, la confirmation de l'Union soviétique comme puissance mondiale, alimentaient cette peur de l'autre, l'ouvrier, tout en suscitant une certaine fascination. C'est le schéma de base du contact arabe avec le nouveau, par exemple à l'époque des premières vagues de modernisation, un mélange de peur et de fascination. Mais je prétends que l'importation du drame réaliste européen dans le monde arabe, drame parfois préoccupé par cette jeune classe européenne des prolétaires, constitue un facteur essentiel dans la figuration cinématographique de l'ouvrier et de l'atelier-usine. Je fais un raccourci en rappelant la formule que j'ai lancée dans mon article paru dans la revue Fenoun, consacrée à Notre-Dame de Paris, où je disais en arabe, que Victor Hugo était l'un des écrivains les plus importants de la Renaissance arabe. Les multiples traductions des Misérables en ont rapidement fait un titre dans le canon littéraire disponible en arabe, et c'est sans doute l'une des rares traces littéraires les plus anciennes du débat moderne sur la condition ouvrière dans le monde arabe en dehors des cercles de la police et des services sociaux. C'est en fait à propos des épisodes où le personnage de Jean Valjean devient l'industriel du textile, M. Mambel,
et où Fantine travaille dans son usine. Parfaite coïncidence, le roman attirait l'attention sur les travailleurs de l'industrie du textile au même moment où cette industrie se développait pour devenir, dans les années 30, l'un des secteurs industriels les plus importants du Moyen-Orient. Je vais passer rapidement sur traduction et adaptation. Je voudrais saluer le travail qu'a fait Gabor Ousfour sur cette notion de traduction, où il souligne le rôle de traduction dans le transfert de la modernité dans le monde arabe. Pour lui, la traduction d'ouvrages européens en arabe, à partir du XIXe siècle, a permis de transférer les lumières dans la région, notamment en Égypte. Ousfour parle de la traduction au sens de Berman, c'est-à-dire la traduction, la transposition d'un texte et d'un discours dans une langue à une autre, avec toutes les implications socio-culturelles. Dans cette communication, si le cadre théorique s'inspire de la question de la traduction comme adaptation, comme transfert culturel. L'adaptation est une technique de transfert de la modernité, comme le fut la traduction proprement dite. Alors, ce que j'essaie de faire, je ne vais pas tout lire pour passer à l'analyse du film, c'est que en faisant de l'adaptation d'œuvres, mettons, romanesques vers le cinéma arabe, nous assistons à une des activités qui sont effectuées dans le cadre d'un processus plus général d'adaptation et de traduction de la modernité au contexte arabe, notamment en Égypte. Une coïncidence que j'ai déjà analysée ailleurs fait du mot arabe pour dire adaptation, ertebes, le mot qui veut dire littéralement emprunter le feu, allumer une bûche d'une autre. Cette coïncidence, je prétends, a programmé le lien épistémologique étroit entre traduction, adaptation et lumière, les dernières étant aussi réinventées comme le feu emprunté par Prométhée aux dieux. Ertebes, c'est aussi cité, dans le sens général du transfert de la modernité. On Ertebes, la modernité, on la cite, on y fait référence. Dans le sens technique de la pratique du cinéma, l'indigénisation du 7e art est aussi une pratique de la citation. En effet, le concept de l'intertextualité couvre un certain nombre de pratiques de citation, mais Ertebes est très intéressant parce qu'elle rend compte du concept américain de sampling. Ramda Sabri a évoqué comment, tout en faisant une adaptation du Comte de Monte Cristo, il y a déjà du Cyrano de Bergerac. Et les adaptations arabes des romans européens au cinéma arabe, notamment égyptien, font très souvent on recourt très souvent à ce procédé. Et c'est intéressant que l'on ait cité Cyrano de Bergerac parce que bon, si vous connaissez bien les films joués par Abdelhalim Hafez, il y a déjà le film où Abdelhalim Hafez et Ahmed Ramzi ont déjà ce rapport Cyrano-Christian avec la bien-aimée, et qui est un motif qui revient très souvent dans les adaptations cinématographiques d'œuvres étrangères, même s'il ne s'agit pas d'une adaptation littérale de Cyrano. L'adaptation n'est donc pas simplement une transposition poétique et modale, une transformation d'un roman en film, c'est tout un modèle de transfert culturel. Rien de plus adapté à la performance du mouvement de la translation de la modernité et de l'incarnation de ces idéaux dans une machine que l'automobile. D'où sans doute le nombre considérable de voitures, de garages, de mécaniciens dans les premières décennies du cinéma arabe. D'ailleurs, c'est significatif que l'un des premiers films célébrant le travail industriel mécanique moderne en atelier soit L'Atelier, Al-Washa. C'est un film interprété et produit par Aziz Al-Amir, où il s'agit en fait d'une femme qui prend en charge un garage lorsque le contremaître de ce garage, son mari, a disparu. Bon, je saute toute une partie qui va paraître prochainement dans un article qui va être publié par Maroya sur la figure de l'automobile et de la Vespa dans le cinéma arabe qui font un petit peu partie de cette réflexion sur l'adaptation, la citation de la modernité en termes d'image
la voiture étant une des icônes importantes de la modernité, comme on le voit dans les films dont vous voyez les affiches à l'instant même. L'atelier met en relief la voiture, puisqu'il s'agit d'un garage, met en relief l'idée de la femme au centre de la question du travail. Et ce sont deux problématiques que l'on va retrouver dans l'adaptation égyptienne des Misérables de Victor Hugo, El Boasser. Excusez-moi, je dois avancer mon texte. Alors, les rares scènes tournées dans un décor d'usine de filage et de tissage, dans Les Misérables de Kamel Selim, El Boasser, 1943, sont parmi les premières produisant une image de l'industrialisation au sens propre du terme, industrialisation de la société égyptienne. Les fils dans les scènes d'usine pèsent comme une fatalité technologique sur les personnages féminins tels que produits par la caméra. Le véritable précurseur littéraire de cette réflexion, c'est Les Misérables. Le véritable précurseur littéraire adapté au cinéma égyptien qui explore la modernité sous l'aspect de la configuration de la modernisation d'une société traditionnelle et sous l'aspect de la confrontation qu'elle provoque entre humains et machines, et sans doute des Misérables de Victor Hugo. Les scènes de l'usine de textile où travaille Fantine sont parmi les premières figurations de la vie prolétarienne et de l'hommage à la modernisation par l'industrie de tout le cinéma de fiction arabe. Le drame de Fantine, obligé de vendre son labeur, ensuite son propre corps, à cause des conditions sociales et des préjugés moraux engendrés ou amplifiés par le capitalisme industriel, est l'un des premiers exemples narratifs de la constitution de l'agencement modernité, misère, séisme moral, mélodrame. Cet agencement en parfaite interface avec bien des angoisses pesant sur une société égyptienne précipitée dans une modernisation importée a d'ailleurs fait des Misérables et de la Dame aux Camélias, dans leurs adaptations, traductions livresques, les deux premiers romans égyptiens modernes. Je vais passer à un extrait, si vous voulez bien, parce que c'est trop beau à laisser. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps de voir la scène où Amin Alice danse le ballet. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir cette adaptation, mais elle est à voir rien que pour cela.
Alors, on a vu dans cette scène Chérif Pacha, qui est en fait l'équivalent de Madeleine, donc Jean Valjean, devenu l'industriel français propriétaire d'une usine. Le monteur coupe sur des filles debout, écoutant religieusement le discours du propriétaire de l'usine, Coran à un moment donné. On a vu une scène similaire, mais cette fois-ci face à l'appel à la prière, dans un moment fort du début du film que j'ai évoqué, l'atelier. La religiosité projetée de la classe ouvrière, la voix du muezzin ou celle récitant le Coran, est une remémoration de la voix de Dieu, puisque la source est toujours invisible. Mais son effet, soit presque une transe qui enveloppe les ouvriers, est poignant. C'est une mise en scène des premières mesures de propagande anticommuniste qui évoque toujours le communisme comme associé à l'athéisme et donc les bons ouvriers comme ceux qui écoutent le Coran. On ne voit jamais de machine dans ce décor de l'usine. On voit plutôt un espace quadrillé par des fils qui joue métaphoriquement et visuellement le rôle de barreau. Les ouvrières sont toujours dans une cage, emprisonnées par le fruit de leur travail, les filles. Lorsque la superviseure appelle Doleia Fantine, la caméra est placée à l'intérieur de son bureau et filme Doleia à travers les carreaux quadrillés par la charpente en bois de la baie vitrée. Encore une fois, Doleia est visuellement prisonnière. Cette fascinante absence de toute machine n'empêche la traduction presque littérale de la pensée marxiste sur l'aliénation de l'ouvrier vis-à-vis du fruit de son travail, puisque ces ouvrières-là travaillent le textile pour produire le fil, mais ces filles-là les aliènent et littéralement les emprisonnent. Il y aurait tout un travail à faire évidemment sur l'aspect ironique de cette notion du labeur qui est supposé être libérateur, mais qui en même temps littéralement emprisonne les ouvrières, ou alors qui, dans le cas de Fantine, finit par causer sa déchéance, puisque expulsée de l'usine à cause de ses relations le fait qu'elle soit mère d'une fille en dehors du mariage va donc la précipiter dans un abîme de déchéance morale comme on le connaît tous. L'importation en Égypte du réalisme et du mélodrame, souvent confondus comme une seule et même tendance esthétique et politique, s'agençait avec la création à grande échelle des premières usines de filage et de tissage à travers les sociétés de la Banque Misr, première banque privée au capital entièrement égyptien. On peut sérieusement poser que Les Misérables présentaient l'un des premiers archétypes du mélodrame égyptien, qui non seulement négociait l'angoisse causée par une modernisation précipitée, mais qui contribuait également au débat sur les choix éthiques et politiques du prolétariat naissant avec l'industrialisation. Si les Misérables faisaient de Hugo, aux yeux de certains, un socialiste ou un réaliste sentimental, la version cinématographique égyptienne rendait visible l'option de centre droit représentant le courant majeur dans les discours politiques avant 1952. L'importation du roman et son adaptation ont en effet accompagné la promotion du développement industriel sous la houlette du capitalisme, encouragé à octroyer des bénéfices sociaux à ses ouvriers, par charité et non par la loi. Le roman français de Hugo et le film égyptien de Céline cultivent une relation presque organique entre misérabilisme révolutionnaire ou sentimentalisme socialiste et réformisme social-démocrate. Cette relation se maintient étonnamment dans le discours politique depuis l'arrivée du colonel Nasser au pouvoir au milieu du XXe siècle. La place de la machine au sein des films des années 30 et 40 s'avère ainsi non seulement une trace de la modernisation, mais un rappel de la constitution de petits et moyens ateliers produisant des prolétaires, et surtout consolidant les richesses d'une tranche de propriétaires petits bourgeois aspirant à rejoindre les rangs de la haute bourgeoisie. Cette tranche sociale a longtemps offert un soutien inconditionnel aux régimes successifs arrivés au pouvoir depuis 1905. Je termine donc par ma véritable conclusion. Il serait donc plausible de conclure que la société égyptienne connaissait une phase accélérée du processus de modernisation, déjà entamé au XIXe siècle, au lendemain de la Grande Guerre,
où modernité et importation du nouveau étaient confondues. Or, cette modernité n'était pas uniquement performée par l'importation de machines, voire de l'idée même de l'industrie moderne, elle fut celle du cinéma pour celle du tissage. Il s'agit purement et simplement de l'importation, non pas de l'identité arabe, mais du cadre épistémique dans lequel une version moderne d'image et de représentation de cette identité était moulée. En bref, il s'agissait de l'importation d'un certain nationalisme populiste dont la nécessité presque découlait de l'industrie même du cinéma. La survie du cinéma, elle, était assurée par les masses populaires, avides de consommation d'images mouvantes qu'on lui proposait. La sympathie affichée par le réalisateur Ahmed Khan El-Morsi, qui a produit Al-Aim, ou plus tard par Salah Aboussef, connu pour ses films dits réalistes, la sympathie de ces gens-là pour les discours, voire les organisations de Jeune Égypte, devenu plus tard le Parti socialiste égyptien, est révélatrice à cet égard. Ce populisme acquérait une touche urbaine et progressiste quand il investissait le paysage industriel naissant dans les films centrés visuellement autour de machines, d'ateliers et du cinéma. Je remercie Wally pour son analyse intéressante et judicieuse qui s'attaque justement à un aspect majeur du cinéma qui est l'industrie et qui justement peut-être présenterait dans l'action qui avait été posée par monsieur durant la séance plénière de transposition d'épistémie, transposition de concepts et de systèmes de réflexion d'un pays à un autre et d'une société à une autre. Bon, nous passons maintenant à la troisième communication de Rania Saoui qui a pour titre De l'Occident à l'Orient, l'adaptation cinématographique de Lettres d'une inconnue de Stefan Zweig par Salah Aboussef. Alors, Rania est une jeune collègue, zélée, intelligente, qui fait des choses très intéressantes. Elle est maître de conférence adjointe au département de langue et littérature française. Sa thèse de magistère soutenue en 2018 portait sur le bidonville en littérature et cinéma, les étoiles de Sidi Boumen, le roman de Mani Benjamin et les chevaux de Dieu, film de la ville Ayouch. Elle est aussi membre du réseau Amoun, produit par le département de langue et littérature française de l'Université du Caire. Et elle va nous présenter bien sûr quelque chose de très intéressant. Bonjour. Bonjour. Alors je voudrais d'abord commencer par remercier Madame le professeur Salma Moubarak et Monsieur le professeur Walid Hachem, parce que là c'est ma première participation à un colloque, alors je le remercie infiniment. Et je commence la communication qui s'intitule De l'Occident à l'Orient, l'adaptation cinématographique de Lettres d'une inconnue de Stefan Zweig par Salah Aboussef. Alors, je commence une petite introduction, c'est sur le cinéma égyptien. Dès ses débuts, le cinéma égyptien passe par plusieurs phases importantes, d'un cinéma muet dans les années 20 à un cinéma parlant, avec le premier film en 1932, Le Chant du cœur de Mario Volpi. L'adaptation d'œuvres littéraires constitue également une autre phase primordiale durant les premières 30 ans de son histoire. Dans la perspective hiérarchique entre littérature et cinéma, le recours des cinéastes aux œuvres littéraires s'explique essentiellement dans leur tentative d'ajouter du prestige à ce nouvel art. La littérature est jusqu'à ce temps considérée comme un genre prestigieux, stable et capable d'ajouter une valeur esthétique au film. Les premières adaptations étaient d'œuvres européennes célèbres car, je cite, les romans adaptés pour le cinéma égyptien jouissaient dans le pays du Nil d'une aura de prestige du simple fait qu'ils étaient européens et qu'ils avaient été couronnés par le succès commercial au nord de la Méditerranée. Alors, et là, je vous propose trois adaptations des romans les plus célèbres, comme Le Prince de la Vengeance, comme Madame Landassa vient de nous montrer, Les Misérables de Kamel Sekim, comme M. Wadidem l'a expliqué, et Crime et Châtiment d'Ibrahim Hamma. Alors, il y a une autre source d'inspiration qui s'ajoute, en fait, c'était le cinéma américain, et pour les cinéastes égyptiens qui commencent à s'inspirer non d'œuvres européennes, mais de films américains. Et cette influence nous amène ainsi à la question de l'adaptation et du remake transculturel, c'est-à-dire que le premier terme
concernant l'adaptation. Il s'agit de passage d'une œuvre littéraire au cinéma, tandis que le deuxième terme consiste à présenter une nouvelle version d'un film qui était le sujet d'une adaptation. Alors, si on parle de transfert culturel, selon Mayet El-Messeni, il s'agit d'un processus de passage d'une culture à une autre et d'une langue à une autre. Et dans le cas du cinéma égyptien, ce processus est connu sous le nom d'égyptianisation. Pour Lettre d'une inconnue, ça représente vraiment un cas particulier. Ce roman est de l'adaptation ou du remake transculturel. Ce roman est publié en 1922 et qui contribue à la célébrité de Zweig. Cette nouvelle a eu un succès immense. Elle est traduite en français, en anglais et en arabe. Et en 1948, Max Ophüls, le réalisateur américain, présente une version américaine. En 1962, Salah Abosé, le maître du réalisme égyptien, est réalisateur de plusieurs films adaptés de la littérature européenne, entre autres Ton jour viendra par exemple, d'après Thérèse Raquin, s'inspire du film de Max Ophüls pour présenter un remake égyptien. Alors, ces trois œuvres tournent autour du trame essentiel, celle d'une lettre envoyée par une femme inconnue, qui exprime son amour passionné et silencieux, sa souffrance étendue sur plusieurs années et la peine d'être oubliée par son amant. La lettre est donc l'élément qui régit la trame, et en principe, si on parle d'une lettre, c'est-à-dire que c'est un moyen de communication entre deux personnes qui se rencontrent à travers l'écriture. Ce va-et-vient entre destinateur et récepteur relève de la dynamique d'échange, de la présence d'une vie en mouvement et d'une communication vivace. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est ce passage de la nouvelle de Zweig au film de Salah Abosé, par l'intermédiaire bien sûr du film de Fuchs, mais parce qu'il n'y aura pas trop de temps, je vais me focaliser sur la nouvelle et l'adaptation égyptienne. Alors, je vais essayer de répondre à deux questions essentielles. Comment la... Pardon, c'est pas clair ? Alors, ça va mieux ? Oui. Pardon. Alors, la première question, c'est comment l'adaptation littéraire de l'œuvre de Zweig change-t-elle le sens de la lettre et quel sens et valeur ajoute Salah Abosé à la lettre de Zweig. Et je commence d'abord par l'analyse de quelques passages du roman de la nouvelle de Zweig et puis je vais passer à l'analyse du film. Alors, dans le texte de Zweig, l'action se déroule à Vienne des années 1900. La lettre constitue le cadre spatio-temporel. Le personnage principal, c'est-à-dire le romancier anonyme R, qui est assez célèbre, et le lecteur se trouve enfermé dans les lignes d'une lettre venant d'une femme inconnue. L'anonymat se prolonge. Et alors ici, vous pouvez suivre avec moi les citations que j'ai retirées de la nouvelle. L'anonymat se prolonge car la lettre ne porte ni adresse d'expéditeur ni signature. En effet, cette lettre est volumineuse et prend la forme d'un manuscrit. Et alors, c'était environ 2 douzaines de pages rédigées à la d'une écriture agitée d'une femme, un manuscrit plutôt qu'une lettre. Alors, il y a un état de suspense qui s'installe. Il ne s'agit pas d'une lettre ordinaire, mais d'un document mystérieux qui comporte un secret. L'écriture agitée de la femme est un premier indice. La première phrase de la lettre, alors, qui est là, est aussi éveille la curiosité du romancier. Elle parle de à toi qui ne m'a jamais connu. Alors, lorsqu'on passe avec ce romancier qui est éveillé, là il se demande lui-même, il s'arrêta étonné, s'agit-il de lui? S'agit-il d'un être imaginaire? Sa curiosité s'éveilla et il se mit à lire. Alors, l'anonymat ici rapproche la destinatrice de la lettre d'un personnage fictif et crée une confusion entre le monde réel et le monde fictionnel. Tout au long de la nouvelle, la lettre et sa destinatrice aussi entre réel et fiction. La lecture de la lettre est une première transposition dans un monde qui se construit par l'écriture. En effet, la lettre prend la forme d'une autobiographie. Elle est écrite à la première personne, je, la destinatrice. La narratrice relate sa vie depuis l'enfance en passant par les moments de souffrance psychique et psychologique. Le romancier ne garde aucun souvenir d'elle, malgré leur rencontre à plusieurs reprises et le rapport sexuel qu'ils ont eu. La voix du personnage féminin rythme ainsi la lettre par une écriture simple,
contenant des redondances, des questions sans réponse et des détails de sa vie personnelle. Si dans la narration de l'intime, c'est dans la narration de l'intime que la lettre permet de faire, et je cite l'expression de Bridget Diaz, entendre la voix de l'homme privé. Alors, la lettre fait entendre donc la voix de la narratrice qui décide de parler pour la première fois. Cette lettre prend la forme d'un long monologue allant dans un seul sens, puisque la lettre n'attend pas de réponse, puisque la narratrice n'attend pas de réponse, je l'ignore et je ne connaîtrai jamais ta réponse. Alors, il s'agit également d'une écriture rétrospective. La lettre commence par un fait tragique, c'est-à-dire la mort de son fils, donc le résultat de l'histoire qui bouleverse le cadre chronologique, et l'écriture se base ainsi sur un travail de mémoire du sujet parlant qui cherche à se soulager par l'écriture durant ses derniers moments de vie. La parole devient la seule preuve de véracité du texte. Et là, nous voyons l'explication, elle lui demande de le croire. De la croire. Alors, la lettre préserve la mémoire de son écrivain et rappelle un passé oublié par le romancier. La densité du fait tragique et de la perte de l'enfant amplifie donc le côté de la véracité de l'écriture. Et en outre, cette lettre prend ainsi la fonction de la confession et d'un document de témoignage, surtout après la mort de la destinatrice. Alors ici, elle parle au romancier, « Permets, mon bien-aimé, que je te raconte tout depuis le commencement. Daigne, je t'en supplie, ne pas te fatiguer d'entendre parler de moi pendant un quart d'heure, moi qui toute une vie ne me suis pas fatiguée de t'aimer. » Alors, le temps joue ici un rôle important. Face à toute une vie passée sous le silence, d'un amour non partagé, le quart d'heure résume ainsi la souffrance de la narratrice. La lettre est l'occasion de se faire entendre pour une dernière fois. Dans tout raconter apparaît une autre fonction de la lettre, elle est aussi une confession, car, je cite, on écrit précisément ce qu'on n'aurait pas dit, ce qui n'aurait pas émergé autrement à la surface du langage. Fin de citation. Le personnage inconnu se dégrade et se dévalorise en éprouvant seul les conséquences de cet amour. Et alors ici, elle dit, je n'ai pas honte, je vais te le dire, mais ne te ferai pas mon bien-aimé, je me suis vendue. Je n'ai pas été précisément ce qu'on appelle une fille de rue, une prostituée, mais je me suis vendue. Le personnage choisit volontairement de se vendre en entrant dans plusieurs relations avec des hommes de fortune, mais pour un but noble, élever l'enfant. Elle présente donc un sacrifice dévalorisant au niveau moral et allant contre les valeurs pour sauver son enfant de la pauvreté et lui garantir une vie confortable, surtout que l'écrivain l'a traité à plusieurs reprises lors de leur rencontre comme prostituée. En outre, un jeu de vie et de mort orchestre toute la lettre. La lettre se compose de 5 parties, commençant par une phrase qui prend la fonction du refrain « Mon enfant est mort ». Et vous pouvez voir ici sur l'écran, c'est-à-dire ici il y a encore, c'est une phrase qui se répète plusieurs fois, avec un changement de l'adjectif possessif entre mon, ton et notre, pour révéler une partie du secret, installer une pause narrative entre les différentes parties de l'histoire et rappeler le fait tragique ou le résultat de cet amour. De même, nous assistons à une mort en direct. L'héroïne écrit en sachant qu'elle est atteinte d'une vue mortelle. La première, elle montre sa souffrance en écrivant que de l'écriture qui devient lourde pour elle, et la deuxième montre que la réception de la lettre détermine la vie ou la mort du personnage, c'est-à-dire que la lettre ôte la vie du personnage. En outre, la lettre remplace la destinatrice et prend sa vie, c'est soit la présence de l'héroïne, soit la présence de la lettre. Et cette mort en direct s'effectue précisément dans la dernière phrase de la nouvelle, où elle demande au romancier de s'acheter des fleurs lors de son anniversaire. Je t'en prie, fais-le mon bien-aimé, c'est la première prière que je t'adresse, c'est aussi la dernière. Je te remercie, je t'aime, adieu. Les points de suspension témoignent donc de la difficulté d'achever la lettre et apparaissent comme les derniers souffles du personnage qui fait face à la mort. Cette mort produit ainsi une communication tronquée et coupe toute possibilité de rencontre ou de réconciliation entre les personnages. La disparition de la femme inconnue coupe la narration et permet le retour du monde au monde du romancier qui se trouve dans un état de stupéfaction et d'impuissance face à une situation irréparable. Et ainsi je passe au film d'Aboussi.
Dans le film d'Abou Seif, la lettre témoigne toujours de l'histoire d'amour, du jeu de vie et de mort, c'est-à-dire que le film garde les détails de l'histoire. Or, dans le cas présent, le passage d'un médium scriptural à un médium audiovisuel n'est pas uniquement un passage d'un langage artistique à un autre, mais aussi un passage d'une culture occidentale à une culture orientale ayant un système axiologique différent. Salah Abou Seif effectue tout un travail d'égyptianisation pour intégrer la nouvelle dans le contexte égyptien. Pour satisfaire les attentes du spectateur égyptien, Abou Seif fait un premier transfert culturel, selon l'expression donnée par Michel Cerceau, et place la trame dans le Caire moderne des années 60, où la présence de voitures, de télévision, de téléphones, et qui deviennent également des moyens de communication, réduisant ainsi l'importance de la lettre dans la nouvelle. En outre, le choix des acteurs et leur nom joue un rôle important, et là vous voyez Farid El-Atrache et Lubna Abdelaziz. D'une part, ça répond à une forme récurrente des films des années 60 où il y a la présence des duos avec des duos d'un chanteur et accompagné d'une actrice. D'autre part, la présence de Lubna Abdelaziz rappelle le succès immense dans le film El Moussed al-Khamil. Selon Maït El-Messeni, l'égyptianisation s'effectue à travers le parcours et le corps de l'acteur et non seulement à travers l'arabisation du texte ou du dialogue. Le choix de l'actrice Lubna Abdelaziz de Anna Horra se reflète à travers son caractère rebelle qui s'éloigne de la nouvelle, et puis la présence de Farid El-Atrache permet également d'ajouter des chansons qui ont un sens par rapport à la lettre, comme Arazeb ou Peine, projetées à la télévision, comme vous voyez ici dans cette photo, et entendues par l'héroïne. En fait, cette chanson représente une réponse indirecte à la lettre, montrant la tristesse et le sentiment de culpabilité ressenti par le chanteur. En outre, pour les noms, c'est intéressant aussi parce que Amal, c'est-à-dire l'héroïne, veut dire en arabe espoir, en français espoir, et Samer veut dire pardonner ou pardon, et ces deux noms vont prendre toute leur valeur dans la scène finale que nous allons analyser plus tard. Alors, pour le film de Salah Abou Seif, il y a également un autre point, c'est que le film s'insère dans le mélodrame, qui se définit comme, je cite, un processus identificatoire de masse, offrant au public la satisfaction de retrouver ses émotions amplifiées. C'est-à-dire que l'excès des émotions qui accompagnent l'histoire d'amour malheureux ouvre la voie aux questions sociales en rapport avec la morale et les valeurs. La lettre prend donc la fonction du cadre pour s'infiltrer dans une dimension sociale. Le film s'ouvre sur une scène d'anniversaire du chanteur qui choisit de s'absenter pour s'éloigner de l'hypocrisie de ses amis, profitant de sa célébrité et de sa richesse, et l'entrée dans le monde de la lettre s'effectue à partir du générique, comme nous voyons ici. Et puis, nous avons un zoom sur le chanteur et la voix off de Lubna Abdelaziz qui accompagne la lecture. Et ça reprend un petit peu l'exemple donné par M. Jean Clédert, c'est-à-dire que la narratrice prend corps à travers sa voix. Et alors, elle lui dit, par exemple, ne lis pas la lettre avec tes yeux, parce qu'il oublie, ici c'est la traduction que j'ai faite, parce que c'est en arabe, parce qu'ils oublient rapidement, mais avec ton peur. Moi et toi sommes dans une course contre le temps n'a pitié de personne. Les minutes et les secondes coulent, et décide la mort ou la vie d'un être pur. Je ne peux rien faire à part de pleurer, d'implorer l'aide de Dieu et de t'écrire. Alors, à la différence de la nouvelle, la lettre est adressée au chanteur avant la mort du fils. Il s'agit d'une supplication qui repose sur les émotions avec cœur et pleurer pour sauver l'enfant. Ce début change déjà le sens de la lettre. Elle n'est pas un témoignage d'une vie terminée, mais un appel qui implique le chanteur à réagir, prendre part et cherche à éveiller sa conscience. Ce qui se reflète sur les expressions du visage de Farid El-Atrache, par un gros plan qui exprime son anxiété et le sentiment de responsabilité. La lettre est une demande d'aide d'une situation qui peut être corrigée et mise en ordre. L'importance de la lettre provient du fait qu'elle représente un document fiable par rapport aux appels téléphoniques des jeunes filles séduites par la célébrité du chanteur. Cette voix off de Lubna Abdelaziz revient de temps en temps pour donner des détails sur l'histoire et mettre en valeur les sentiments de la protagoniste.
Alors, le discours sur les valeurs apparaît avec force dans le film de Salah Aboussef. Nombreuses sont les scènes qui préparent la fin du film et mettent l'accent sur les questions sociales en rapport avec la relation illégitime, c'est-à-dire la relation hors mariage et le fils illégitime. Si dans la nouvelle héroïne choisit de se vendre, dans le film égyptien, les parallélismes entre Amal et une prostituée dans la rue la condamnent. Dans plusieurs scènes, Amal, qui attend le chanteur pour le voir, la croise une prostituée qui la regarde, puis la harcèle, et en lui disant « Si je te vois ici une autre fois, je vais te tuer. Je t'avertis. » À l'innocence de la protagoniste qui ne comprend pas cet harcèlement, s'ajoute la surveillance dans la deuxième photo du gendarme qui regarde Amal d'un air suspect du haut vers le bas, mettant l'héroïne dans une comparaison dévalorisante. En outre, Salah Aboussef choisit de situer le rapport sexuel entre les protagonistes hors du Caire. Dans un petit village, la voiture du chanteur qui tombe en panne, et la distance constitue un cadre parfait qui prépare la scène. Les plans montrent d'abord qu'il s'agit d'un espace désertique, loin de la ville, et coupé de tout moyen de communication. La villa est abandonnée par son propriétaire qui la visite de temps en temps et son décor intérieur contribue de même à créer cette atmosphère. L'angle entrée obscure, et ici image coupée en deux par un paravent qui ne permet pas de voir les protagonistes et pose d'où l'anonymat de leur identité par rapport au portier que nous voyons ici. Et en outre, c'est-à-dire ici, la scène va commencer. Il y a un effet comique dans cette scène qui s'ajoute par la présence du portier qui tourne autour des protagonistes, comme vous allez le voir maintenant, et pose des questions pour vérifier s'ils sont mariés ou pas, à travers les bagues qu'ils portent. Alors, la bague de mariage est un autre symbole essentiel parce qu'elle est la seule garantie, parce qu'elle garantit, elle confirme la légitimité de la présence d'un homme et d'une femme seuls dans une chambre. Le mensonge de mariage créé par le chanteur pour éviter l'embarras justifie la présence d'un homme et d'une femme seuls dans une chambre. Et alors vous pouvez voir ici qu'il y a un gros plan qui vient pour contredire en fait le mensonge créé par le chanteur. Et ainsi, l'obscurité, c'est-à-dire dans toutes ces scènes, l'obscurité et la musique qui s'amplifient participent à couvrir la relation qui a eu lieu en cachette. Ces éléments regroupés ensemble, c'est-à-dire la distance par rapport au cœur, les protagonistes se joignent de toute surveillance, surtout de l'absence de la tante de Amal et du domestique qui prend la fonction du père par rapport au chanteur, et au corps de l'inconnu, la relation sexuelle prend place. Dans une autre scène, la bague, qui est un symbole de liaison sacrée entre hommes et femmes, représente également un salut temporaire pour Amal contre les jugements de la société. Après avoir échoué de reprendre contact avec le chanteur et lui expliquer qu'elle est enceinte, Amal la rebelle décide d'élever son enfant seul en travaillant, défiant ainsi le regard de la société qui n'accepte pas, selon l'expression du personnage, le scandale d'une mère célibataire et d'un fils illégitime. La caméra, comme vous voyez ici, quitte le visage des personnages pour montrer à travers un gros plan la tante dans sa longue voile blanche qui joue le rôle de l'ange gardien et protège Amal en lui donnant sa bague pour se présenter devant le gens en tant que mariée. La bague devient donc un signe de chasteté, de pudeur, un moyen de défense et rattache Amal aux valeurs et aux coutumes de la société orientale. La caméra montre plus tard l'enfant grandissant et la voix de la narratrice revient ici une autre fois pour expliquer la complexité de sa situation avec l'absence du père dans une société orientale conservatrice. Et alors, ici j'ai traduit, elle lui dit « Comment puis-je confronter les gens dans notre société orientale? Ils n'ont pas de pitié. Leurs questions m'assaillent, me portent atteinte, mais j'ai défié mon destin en travaillant pour garantir une belle vie à notre enfant. » À la différence des personnages du mélodrame, le personnage féminin ici ne joue pas le rôle de la victime, mais endure l'absentéisme du père et élève seul son enfant en respectant les valeurs sociales. Alors, pour la scène finale,
Elle représente l'apothéose du film et de la lettre. À la différence de la nouvelle, le chanteur ému par la lettre et la supplication de la destinatrice prend la décision de sauver son enfant. Cette scène se rapproche le plus du mélodrame à travers plusieurs procédés. D'abord, elle commence par une reconnaissance du fils, c'est un thème récurrent du mélodrame. Le chanteur arrive à l'hôpital et reconnaît le fils d'abord par la parole, en disant mon fils, et ensuite il le reconnaît en lui donnant son sang. Le sang ici symbolise d'une part le sacrifice, le gros plan sur son visage montre sa souffrance et la peine de voir son fils mourir. Le père donne de son fils pour faire vivre l'enfant, c'est-à-dire il lui donne un souffle de vie. D'autre part, le sang est un acte de rédemption qui corrige la faute première du rapport sexuel. Dans cette scène dramatique, la parole recule face à la musique qui s'amplifie pour montrer l'intensité de la situation. Il s'agit d'une scène décisive qui met en valeur la vie versus la mort, le regret, l'impuissance et la douleur versus la réconciliation et la rédemption. La scène est donc morcelée entre plusieurs plans montrant les différentes réactions des personnages pleurants. Les plans rapprochés sur les personnages, les larmes de peur, de tristesse ainsi que la musique mélancolique et intense expriment une situation trop forte pour être dite. La fin relève du happy end avec l'enfant qui regagne la vie. Le gros plan sur son visage montre qu'il s'éveille en prononçant papa. Le passage de la mort à la vie, le passage de la mort à la vie ou de la tristesse à la joie s'exprime par le changement de la musique qui devient douce et euphorique. En outre, la caméra montre une autre fois les visages des personnages passant du désespoir à l'espoir, et là revient le nom de Amal avec l'espoir, et recadre ainsi la petite famille rassemblée de nouveau. Pour accomplir son acte de rédemption, le chanteur s'émerge pour le pardon, et il essaie de rendre la réhabilitation au personnage féminin et restitue la situation initiale de bonheur. Il demande le pardon à Amal en lui disant « pardonne-moi ». Et je passe à la conclusion. Dans le film et la nouvelle, la lettre est le fait déclencheur de la révélation du secret. Elle constitue un monde clos sur une histoire d'amour malheureux à coloration tragique. Dans la nouvelle, la lettre témoigne d'une histoire déjà terminée et à tour de rôle, la destinatrice disparaît contre son enfant. L'héroïne devient donc un personnage fictif avec la fin de la lettre, d'où l'impossibilité de la retrouver, et ceci explique l'incapacité de l'écrivain de se rappeler d'elle et explique également l'anonymat qui règne sur la trame. Une lettre inconnue, une femme inconnue, un amour malheureux qui s'achève par une mort tragique, fermant toute possibilité de réconciliation. Quant au film égyptien, Salah Abou Seif insère la lettre dans la culture égyptienne et dans le genre du mélodrame, produisant ainsi un sens différent. La lettre perd sa fonction première de témoignage comme dans la nouvelle pour devenir un élément qui pousse le chanteur à corriger la situation et à revenir donc aux valeurs de la société. Abou Seif marginalise l'histoire d'amour pour mettre en valeur la dimension sociale. La lettre oscille ainsi entre la faute première et la rédemption, et la fin devient le résultat du sacrifice et s'éloigne de la fin tragique et choquante de la nouvelle. Merci. Pour son analyse intéressante et c'est ce parallélisme entre deux textes dans deux codes différents, à savoir que le second code, qui est le code du cinéma, réécrit la nouvelle, mais on la transformant, on la culbutant un peu. Bon, alors, nous avons 10 minutes, petit quart d'heure pour les questions aux intervenants. Alors, qui aurait des questions à poser? Madame Caner? Ce n'est pas une question, c'est un commentaire. Aussi incongru que cela puisse paraître, permettez-moi de citer Voltaire, qui n'a pas connu le cinéma, mais qui a connu la traduction des Mille et une Nuits et qui a adapté beaucoup de ses nouvelles sur des histoires orientales. Il suffit de penser à Zadig, qui est Al-Sadiq. Bon, pour parler de l'adaptation et revenir au feu dont Walid parlait,
Et pour l'intertextualité, j'aimerais vous rappeler la phrase de Voltaire que je cite textuellement. On prend du feu chez son voisin, on l'allume chez soi, on le passe à d'autres et il appartient à tous. Merci beaucoup, Mme Khader. Alors, ça, c'est notre voix du 18e à la perfection. Bon, il y aurait des questions à poser. Ben, écoute. Il y a l'absence de l'abbé Faria parmi les personnages. Non, mais il est transformé justement en Ce savant celui italien. qui s'appelle Chergelel et qui est aussi un savant qui a souffert de l'injustice, qui est là pour des raisons politiques, qui révèle au héros la vérité sur lui-même. Hein. C'est lui qui... il a exactement la même fonction que Faria, c'est-à-dire qu'il va lui apprendre tout et il lui dit « je peux t'apprendre toutes les sciences, de l'astronomie à l'agriculture, aux mathématiques, etc. » Et donc c'est lui qui... Non mais ça c'est le personnage qui correspond exactement, si vous voulez. Et il a aussi ce trésor qu'il va lui transmettre en quelque sorte. Et des détails infimes dans Dumas sont repris, c'est-à-dire le bout de chandelle qu'il a réussi à fabriquer, on le trouve également, etc. Donc il y a beaucoup de détails, aussi bien dans la première partie que dans cette partie centrale. Je crois que dans d'autres adaptations de Monte Cristo, c'est-à-dire modernisées, ce qui manque, c'est justement ce personnage qui donne toute la force au héros. Hein, et dans d'autres adaptations réalistes, disons, hein, mais là, il est bien présent. Oui. Juste un commentaire à Madame Anne Saïd. D'abord, merci pour votre communication, c'est fort intéressant. Mais il semblerait que l'adaptation du texte de Stéphane Zweig par Salah Hussein, l'adaptation même est devenue le texte source. Il est le texte à partir duquel vous se créez d'autres adaptations. Alors je vais vous donner simplement un exemple à partir de ce que vous avez présenté. Il y a quelque temps, nous avons vu un film à Tunis d'un jeune réalisateur égyptien, qui est monteur d'ailleurs, et qui est devenu réalisateur, avec Basma. Et parmi les éléments clés de ce film-là, une lettre anonyme. Alors on ne sait pas si c'est une lettre d'amour, si c'est une déclaration amoureuse épistolaire, on ne sait pas tout à fait ce dont il s'agit, mais on reprend exactement à partir de Salah Hussein et non pas à partir de Stéphane Zweig l'idée de la lettre de l'inconnu. Et donc ce qui est intéressant peut-être à relever, c'est que c'est l'adaptation de Salah Hussein qui devient source et qui n'est plus adaptation. Oui, c'est intéressant, c'est très important, mais il y a quelque chose que peut-être, c'est à cause du temps, je ne l'ai pas dit, mais Salah Hussein, c'est pas vraiment son film, c'est-à-dire qu'il s'est inspiré de Max Ophuls, premièrement, il a fait ce qu'on appelle shot by shot, c'est-à-dire il a pris des scènes complètes du film de Max Ophuls, et puis ça devient, mais tout le travail, c'est-à-dire je ne l'ai pas montré encore, on le trouve dans le générique, il y a 4 personnes qui ont fait le scénario, une personne qui a écrit, qui a réécrit la lettre, et en fait c'est pour cela que ça donne quelque chose d'autre, mais vous avez tout à fait compris. Des questions? Il y en a trop. Bon alors, on peut clore cette séance et on passe au déjeuner, tout le monde est invité. Et on se retrouve ici à 3h30 pour la séance. 3h30, c'est ce que j'ai dit. 3h30. Thank you.